Quand elle quitta la pièce, je commençai à emballer le peu qui restait des affaires de mon père. Des livres, une vieille montre, une boîte d'enveloppes jaunies sur les bords. L'une d'elles portait mon nom écrit de sa main. Le sceau était intact. Mes mains tremblèrent quand je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de la semaine où j'étais parti pour l'entraînement de base. Ces mots étaient courts, fermes, et ne ressemblaient à rien de ce qui m'avait été dit dans cette maison. Le souffle se coupa dans ma poitrine. Toutes ces années à penser qu'il me désapprouvait. Toute la culpabilité que je portais pour être parti. Ce n'était jamais sa voix. C'était la sienne. Viviane avait dû cacher la lettre, pensant qu'elle me protégeait de la déception. Au lieu de cela, elle avait volé la seule vérité qui aurait pu me libérer. Debout dans cette pièce impeccable et suffocante, je réalisais que son amour n'avait jamais été de l'attention. C'était du contrôle. Et pour la première fois, je me demandais ce qu'elle m'avait gardé d'autre. Parfois, quand je ferme les yeux, je sens toujours l'odeur de la fumée. Balk ne vous quitte jamais. Il attend derrière chaque moment de calme, prêt à revenir. Le jour où l'explosion a frappé, j'étais agenouillé à côté d'un camion. Les mains glissantes de sang et de poussière. Je me souviens du bruit avant l'incendie, le claquement métallique aigu qui signifiait que tout était sur le point de se terminer. L'explosion me projeta en arrière, mais je rampais vers les cris. Il y avait trop de corps. Trop peu de temps. Je devais choisir. Le sergent Léo était coincé sous une porte effondrée, les yeux écarquillés mais calmes. Je travaillais jusqu'à ce que mes gants se déchirent, jusqu'à ce que le monde se réduise au rythme de sa respiration et au battement dans mes oreilles. Il se vida de son sang avant l'arrivée de l'évacuation médicale. Juste avant que la ligne sur le moniteur ne devienne plate, il murmura, dit à mon commandant que je n'avais pas peur. Ces mots devinrent l'écho qui vécut dans mon crâne pendant des années. De retour à la maison, je portais des manches longues quelle que soit la saison. Les gens disaient que j'étais pudique. La vérité était que je ne pouvais pas supporter de voir la preuve de ce jour gravée dans ma peau. Chaque demande d'interview, chaque nomination à un prix, je les refusais. Je ne méritais pas d'éloge pour avoir survécu alors que lui n'y était pas parvenu. Ce ne fut que des années plus tard, lors de ce barbecue, que j'appris qui était son commandant. Le colonel Antoine Delacroix, le même homme qui se leva et me salua tandis que tous les autres riaient. Le même homme dont les yeux portaient le poids d'un souvenir que seuls les soldats pouvaient comprendre. Cette nuit-là, je suis allé au miroir et j'ai retroussé ma manche. La cicatrice capta la lumière, brute et irrégulière. Pour la première fois, je ne vis pas un défaut. Je vis un témoignage de chaque battement de cœur qui avait continué quand il n'aurait pas dû. La marque des derniers mots d'un homme et de la promesse d'une infirmière militaire de ne jamais oublier. Les potins commencèrent avant même que je ne remonte dans ma voiture ce jour-là. Dès le lendemain matin, j'étais déjà devenu le titre de chaque appel téléphonique familial, Camille et son besoin désespéré d'attention. Tante Viviane était implacable. Elle m'appela cet après-midi-là, sa voix aiguë et froide sous son charme de façade. « Tu m'as embarrassé, Camille. Mon mari a fait de toi un spectacle. » J'ai failli rire de l'ironie, mais j'ai plutôt raccroché et je suis resté assise à fixer la cicatrice sur mon bras. Pendant des années, cela avait été un secret entre le silence et moi. Maintenant, c'était devenu un divertissement de table. 2 jours plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Viviane. Le colonel Delacroix demanda si nous pouvions nous rencontrer pour un café près de la base. J'hésitais, une partie de moi craignant ce qu'il pourrait dire, une autre bizarrement attirée par le calme immuable de sa voix. Quand j'entrai dans le café, il était déjà là, son uniforme repassé, les mains soigneusement pliées sur une petite boîte en velours. Il la poussa vers moi, et à l'intérieur gisait une épingle en métal qui brillait sous la faible lumière, 13e RDP. Le même insigne porté par le sergent Léo. Ma gorge se serra. Il me dit qu'il avait lu le rapport après action de Balk. Il connaissait mon nom, mon unité, chaque décision que j'avais prise cette nuit-là. Puis sa voix devint plus douce, presque comme une confession. Léo était mon fils, dit-il. Adopté quand il avait 12 ans. Je n'ai jamais rien dit à Viviane. Certaines mémoires ne sont pas faites pour les conversations à table. Le café entre nous devint froid, noir et amer. Comme je ne trouvais pas les mots, il ajouta, « Vous avez donné la paix à mon fils. Vous avez gagné cette cicatrice plus que n'importe quel métal.
La phrase resta suspendue entre nous. Silencieuse et lourde. Gagné. C'était la première fois que quelqu'un associait ce mot à ma cicatrice. Quand je quittais le café, le ciel au-dessus de Bordeaux était pâle et agité. Je marchais, l'épingle à la main, sentant son poids s'enfoncer dans ma peau. Le respect, réalisais-je, ne venait pas du grade ou de la famille. Il venait d'être vu par quelqu'un qui comprenait le coup. Néanmoins, je savais que le calme ne durerait pas. Viviane ne perdait jamais une bataille sans planifier sa prochaine attaque. J'essayais de me concentrer sur mon travail, enseignant aux nouveaux infirmiers militaires le triage sur le terrain, mais la paix ne dura pas une semaine. Un courriel d'un producteur atterrit dans ma boîte de réception, la ligne d'objets hurlant, la femme qui cache sa cicatrice de guerre. Était jointe une photo de moi en uniforme, une que seule Viviane pouvait posséder. Elle l'avait envoyée au réseau local, présentant mon histoire comme un récit de rédemption familiale. Sa version, bien sûr, faisait de moi la nièce insouciante qui faisait honte à ses proches et fuyait son passé. Peu de temps après, mon commandant m'appela. Il prononça les mots que je redoutais, les relations publiques veulent un rapport complet sur Balk. Il s'inquiète de l'optique. Je hochai la tête, engourdi en comprenant le sous-texte. Mon histoire était redevenue un problème. Cette nuit-là, à mon retour à mon appartement, un petit paquet m'attendait près de la porte. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe tachée de sable. Le papier était cassant et jauni. Mon nom n'y était pas, mais je savais à qui elle appartenait dès que j'ai vu l'écriture. La lettre avait été écrite par Léo. Les mots étaient tremblants, parsemés de poussière séchée. Il écrivait sur son unité, sur le désir de rentrer chez lui, sur la peur, la foi et le bruit. La dernière ligne m'arrêta net, dit à l'infirmière militaire que ses mains étaient fermes. Mes genoux cédèrent. Je m'assis par terre et la relus jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Quand j'appelais Delacroix, ma voix fonctionnait à peine. Il resta silencieux pendant un long moment avant de dire « J'ai gardé cette lettre. Elle est passée par le réseau des vétérans après la guerre. Je ne pouvais pas l'ouvrir. Pas avant maintenant. Je pouvais l'entendre expirer. Le poids de 15 années dans ce son. Je suis resté debout le reste de la nuit à fixer la lettre étalée sur la table de la cuisine. Les grains de sable s'accrochaient à mes doigts, rugueux et réels, comme la preuve que le passé ne pouvait pas être effacé. Le monde pouvait tordre les gros titres, transformer la pitié en scandale. Mais ceci, cette lettre était intouchable. À l'aube, j'avais cessé de trembler. Je me tins devant le miroir, retroussai ma manche et regardai droit la cicatrice. S'ils voulaient une histoire, ils auraient la vérité. Je pris mon téléphone et appelai Manon. « Je viens à ton émission, dis-je. Mais cette fois, je la raconte moi-même. » Les lumières du studio étaient plus chaudes que le désert. Je m'assis en dessous, les paumes moites, la cicatrice sur mon bras captant la lueur comme une marque. L'émission s'appelait Femme en treillis. Manon était l'animatrice. Viviane avait tout arrangé, promettant que cela rétablirait les faits. J'aurais dû savoir que sa version de la vérité penchait toujours vers le contrôle. Alors que le compte à rebours se terminait, Manon commença à lire sur le prompteur. Camille Foster, une infirmière militaire blessée lors d'un entraînement. Les mots frappèrent comme des éclats d'obus. Le mensonge roula sur sa langue tandis que la caméra zoomait, se rapprochant de ma main. Des commentaires en ligne apparurent sur le moniteur, des émojis ricanants, des étrangers disséquant ma peau. J'entendis ma propre respiration plus fort que le bourdonnement du studio. Les mots de Delacroix résonnèrent dans ma tête, « Si tu restes silencieuse, ils raconteront ton histoire à ta place. » Je me penchai en avant, coupant la parole. Ce n'était pas un accident d'entraînement. C'était un convoi touché par un engin explosif improvisé. 4 ont vécu parce qu'un ne l'a pas fait. Le plateau se figea. Les mains de Manon tremblèrent. J'ai continué. Son nom était Sergent Léo. Il est mort dans mes bras, et je porte ce jour avec moi, non pas comme une honte, mais comme la preuve qu'il comptait. Le silence qui suivit fut absolu. Quand je suis sorti, mon téléphone bourdonnait sans arrêt. Le clip était déjà tendance, main ferme, Camille. Des messages affluèrent de vétérans, d'infirmiers militaires, même de la veuve de Léo, elle lui a donné la paix. Nous lui devons notre respect. Delacroix m'envoya un SMS d'une seule ligne, « Vous avez tenu bon. » Je ne répondis pas,
mais je souris. Quelque part, Viviane regardait la diffusion, son empire de prétention commençant à s'effondrer. Dès le lendemain matin, la tempête avait frappé de plein fouet. Viviane appela la première, furieuse, sa voix assez tranchante pour couper du verre, « Vous m'avez tous les deux humilié à la télévision nationale. » Alors Delacroix lui répondit de la seule manière qui comptait, en partant. Il fit un seul sac et quitta la maison avant l'aube. Manon vint me voir plus tard cette semaine-là. Elle avait l'air plus petite d'une certaine manière, dépouillée de son éclat de studio. « Maman craque, dit-elle. Mais peut-être que c'est ce dont elle avait besoin. » Je hochai la tête, incertaine de ressentir de la pitié ou du soulagement. Cette nuit-là, un colis arriva de Delacroix. À l'intérieur se trouvait la lettre originale que Léo avait écrite avant de mourir, celle que Delacroix avait gardée cachée dans son coffre-fort. La dernière ligne était la même, dit à l'infirmière militaire que ses mains étaient fermes. Je traçai les mots avec mon pouce jusqu'à ce que l'encre s'estompe. Quelques heures plus tard, une autre enveloppe glissa sous ma porte. Encore l'écriture de Delacroix. Il admit qu'il savait depuis des années qui j'étais. Il ne pouvait tout simplement pas supporter de le dire à Viviane car elle ne pardonnerait jamais l'idée que l'honneur ne portait pas de rouge à lèvres. Manon trouva sa mère en train de lire cette même lettre quelques jours plus tard. La maison était impeccable comme toujours, mais l'air était lourd. Sur la table était posée une seule rose du barbecue, maintenant sèche et incolore. La voix de Viviane se brisa quand elle parla finalement, « J'ai tout détruit juste pour me sentir supérieure. » Manon n'enregistra pas. Elle tint juste la main de sa mère. Et pour la première fois, le silence dans cette famille ressemblait à quelque chose de proche de la vérité. 5e partie, le climax. L'invitation arriva manuscrite. Pas d'appel téléphonique, pas d'explication, juste une heure, un lieu, et les initiales familières d'Antoine Delacroix. Je savais avant d'entrer que ce dîner n'était pas une célébration. C'était un règlement de compte. La table était petite, la lumière tamisée, et l'air trop calme pour se sentir en sécurité. Viviane arriva la première, blindée de perles et de fierté, sa posture droite, mais ses mains tremblantes. Manon suivit, agitée, essayant de combler le silence avec des mots polis qui n'aboutissaient à rien. Delacroix posa une seule enveloppe au centre de la table. « Lisez-la, dit-il doucement. À voix haute. » Manon l'ouvrit et commença à lire la lettre de Léo, sa voix incertaine. « Dis à mon commandant que je n'avais pas peur, et dis à l'infirmière militaire que ses mains étaient fermes. » Les mots traversèrent le calme comme une prière. Viviane baissa les yeux brillants, sa confiance s'effondrant. Souffle après souffle, Delacroix avoua qu'il avait su tout le long, qu'il avait lu le rapport, reconnu le nom, et était resté silencieux pour protéger sa femme de la vérité avec laquelle elle ne pouvait pas vivre. Les larmes de Viviane vinrent finalement. « Je pensais que te protéger signifiait te garder petite, » murmura-t-elle. Je croisai son regard. On ne peut pas protéger quelqu'un en l'effaçant. Manon leva son téléphone pour enregistrer, mais Delacroix l'arrêta doucement. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être diffusées. Elles ont juste besoin d'être dites une fois. Personne ne s'excusa. Personne n'en avait besoin. Dans ce calme fragile, tous les murs qui nous avaient séparés commencèrent à s'écrouler. Et pour la première fois, personne ne détourna les yeux de moi. La salle à Lyon chatoyait sous des lumières chaudes. Des drapeaux bordaient la scène comme des sentinelles. Des caméras encombraient les allées. Des journalistes chuchotaient à propos de la femme à la cicatrice. Je pouvais entendre le bourdonnement de leur anticipation. Ils voulaient une confession larmoyante, quelque chose fait pour l'heure de grande écoute. Mais ce n'était pas une performance. C'était la seule histoire qu'il me restait à raconter, selon mes propres termes. J'aperçus Viviane assise au dernier rang, sa posture rigide, les yeux baissés. Le colonel Delacroix était assis près de l'avant, son uniforme impeccable, ses mains tremblant légèrement sur sa canne. Au moment où mon nom fut appelé, le microphone grésilla, puis mourut. Le silence qui s'ensuivit aurait pu m'engloutir tout entière. Je mis mes notes de côté et parlai sans elles. Les cicatrices ne sont pas des défauts, dis-je. Ce sont des témoignages de courage. Des applaudissements s'élevèrent avant que je ne puisse continuer, roulant à travers la salle comme une vague. Je leur parlais de Léo, comment il était mort dans mes bras, comment ces derniers mots étaient restés gravés en moi, dis à mon commandant que je n'avais pas peur. Et quand je levai les yeux,
Antoine Delacroix était déjà debout, saluant. Un par un, la salle le suivit. Des centaines de personnes se tenant ensemble dans un respect silencieux. Après la cérémonie, Viviane s'approcha. Sa main trembla lorsqu'elle toucha mon bras. « Vous l'avez porté seul assez longtemps, dit-elle. Laissez-nous le porter maintenant. » Pour la première fois, elle parla au pluriel. Nous. Les yeux d'Antoine brillèrent quand je me tournai vers lui. « Tu l'as rendu fier, et moi aussi, murmura-t-il. Et à cet instant, la cicatrice n'appartenait plus à la honte. Elle appartenait à la paix. Un an plus tard, le ciel au-dessus de Rennes ressemblait à de l'acier brossé, brillant mais calme. Le cimetière était bordé de drapeaux et de chaises pliantes, le genre de symétrie solennelle qu'Antoine Delacroix aurait apprécié. Il était mort dans son sommeil 3 semaines plus tôt, son cœur ayant finalement cédé. Les funérailles étaient remplies d'uniformes et de saluts. Le faible bourdonnement d'un clairon planait sur l'herbe. Je me tenais à l'avant, le métal qu'il m'avait donné une fois épinglé au-dessus de mon cœur, mes mains fermes. Viviane arriva en retard, le visage tiré mais composé. Elle s'approcha de moi après la cérémonie. Quelque chose de petit était serré dans sa main. Quand elle ouvrit sa paume, la lumière du soleil accrocha le bord argenté de l'insigne du 13e RDP. « Il a dit que vous les portiez tous les deux, murmura-t-elle. Elle pressa l'insigne dans ma main et s'éloigna avant que je ne puisse parler. Pour la première fois, elle ne craignait pas le silence. Elle le respectait. Quand ils me demandèrent de faire l'éloge funèbre, je ne lus pas de notes. Je regardai la mère de visage et dis, le respect ne commence pas toujours dans la famille, mais parfois il y finit. Quand ils ont finalement appris à vous voir, personne ne bougea d'abord. Puis un soldat se leva et salua, et un autre suivit. Et puis toute la foule se leva. C'était le même geste qui avait autrefois brisé une table de barbecue. Mais maintenant, ce n'était pas le choc. C'était l'unité. Après le service, Manon marchait à mes côtés. L'appareil photo pendait à son flanc. Elle était devenue une journaliste indépendante. Plus silencieuse, plus tranchante. Plus tard cette nuit-là, elle m'envoya un court clip. Moi m'éloignant de la tombe, le vent tirant sur ma manche. La légende disait, la cicatrice qui a changé notre perception du courage. De retour à la maison. J'ouvris la fenêtre. La lumière du soir se déversa, douce et dorée. Pour la première fois depuis des années, je ne couvris pas mon bras. Je laissai le soleil toucher la cicatrice. Je sentis sa chaleur au lieu de sa piqûre. Pendant des années, je l'ai cachée pour que personne ne pose de questions. Maintenant, je laisse la lumière la trouver parce que ce n'est plus une blessure. C'est là que la lumière entre en moi. Il n'a jamais été question de vengeance.